On passe maintenant à l'explication de la synthèse de l'environnement des affaires. Alors, tout d'abord, on commence par la définition du projet, qui est une initiative temporaire dans un contexte unique, entreprise pour créer de la valeur. D'accord? Alors, voilà, on a regardé les mêmes caractéristiques de la définition précédente. Elle est temporaire, l'initiative, contexte unique et créer de la valeur. Voilà. Généralement, quand on parle de projet, généralement le projet, c'est-à-dire on essaie de créer une valeur entrepreneuriale plus élevée. Nous voulons passer d'un état actuel à un état futur à travers un projet, d'accord? L'état futur, qui, bien sûr va augmenter la valeur, bien va nous donner plus de valeur. Généralement, ça peut être, on parle là de créer un nouveau produit, ou bien faire des améliorations, peut-être faire une extension, des changements, etc. Et la valeur, c'est pas généralement, ou bien nécessairement de la valeur financière. Ça peut être une valeur aussi sociale, ou bien être plus conforme aux réglementations, etc. Voilà. Il faut aussi distinguer entre projet et opération, puisque les projets sont temporaires, donnent des produits, des services uniques à travers une équipe hétérogène. Mais les opérations, voilà, c'est pour maintenir le business as usual, le status quo. Les opérations assurent la continuité de l'entreprise, généralement dans des produits, des services standards. C'est comme la production en masse. Et généralement, pour chaque type d'opération, il y a une équipe homogène. Voilà. Par exemple, construire un hôtel, c'est un projet. Mais gérer l'hôtel, c'est voilà, c'est du quotidien, c'est de l'opérationnel, d'accord? Ouvrir un nouveau magasin, ça c'est un projet. Voilà, toutes les activités qui mènent à l'ouverture du magasin, ça, c'est un projet. Mais puis après, gérer le quotidien du magasin, ça c'est de l'opération. Voilà. Généralement, le projet, il a des contraintes. Il n'y a pas seulement les trois contraintes typiques, comme dans le triangle de fer. Là, on parle des trois contraintes typiques, c'est le périmètre, l'échéancier et les coûts, mais aussi il y a d'autres contraintes concurrentes, comme par exemple la qualité, les ressources, les risques, satisfaction des parties prenantes, la valeur maintenant, voilà, même la technologie, voilà. Et là, quand une contrainte change, il y a d'autres contraintes qui sont affectées, voilà. Et le projet, il peut avoir différents rythmes de livraison. On peut avoir des projets avec une livraison unique à la fin, ou bien un projet avec des livraisons multiples. C'est très encouragé par PMI. Alors, quelques livraisons au milieu du projet, puis une à la fin. Il y a aussi des projets avec des livraisons périodiques. Par exemple, appelé chaque mois, ou bien chaque 2 mois, on fait une livraison. Et il y a des projets qui ont un aspect plus agile, avec des livraisons continues, en continuité, voilà. Ce sont les différents rythmes de livraison. Pour savoir si le projet il est terminé avec succès ou non, bon, déjà dès le début du projet, le chef de projet il doit être sûr que les critères du succès sont bien définis dans la gouvernance du projet. Il y a des critères typiques comme le projet il a bien répondu aux besoins, ou bien il a bien respecté les contraintes. Le projet, il a atteint les objectifs, il a créé de la valeur. Le projet, il est aligné avec la stratégie de l'organisation. Le projet, il a bien satisfait le sponsor, bien le client. Et aussi, il y a d'autres critères de succès un peu modernes, comme le projet, il a préservé de la durabilité. Il a optimisé la réduction des coûts, par exemple, il a bien éliminer du gaspillage. Aussi, dans le projet, on a bien utilisé l'intelligence artificielle. Ce sont de nouvelles critères de succès. Peut-être on peut les utiliser, les appliquer sur quelques types de projets. Parfois, voilà. Mais le chef de projet doit s'assurer que le projet il est bien conforme avec les réglementations. Là, c'est une obligation, voilà, elle est imposée parce que les réglementations sont les lois qui sont émises par les autorités publiques. Et aussi, bon, la conformité avec les réglementations, elle est toujours priorité. Et aussi, parfois, dans quelques types de projets, il faut aussi respecter les normes, malgré que c'est volontaire, que c'est consensuel, mais parfois que c'est important pour quelques types de projets de aussi les respecter. Voilà. Bon,
Si le projet n'est pas conforme, là, on risque de, voilà, refaire le travail, ou bien subir des pénalités financières, ou bien ça peut impacter le calendrier du projet, ou bien même aller en justice, hein, aux tribunaux, ou bien avoir une attention médiatique négative, ou bien même subir des pertes financières, ou bien de confiance. D'accord? Alors, il faut faire attention à la conformité. Généralement, l'état d'esprit de PMI, c'est d'essayer de maximiser de la valeur reçue auprès du projet et aussi minimiser le gaspillage. Voilà. Quand on parle de maximisation de valeur, là, on parle de tout d'abord priorisation du travail à forte valeur, se concentrer sur la valeur pour le client, optimiser les bénéfices, optimiser les résultats, bien sûr en vérifiant avec les parties prenantes, améliorer le flux de travail, la vitesse de livraison, amélioration continue, généralement apprentissage en continuité. Ça doit être maximisé. Voilà. Et il faut aussi essayer de réduire tout ce qui est travail inutile, les retards, réduire les retards, les attentes, éviter les reprises, les défauts, améliorer, peut-être en améliorant la qualité, hein. Éliminer le sous-traitement, la bureaucratie excessive et aussi réduire les fonctionnalités inutilisées ou bien les stocks excédentaires. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions qui se reposent dans l'examen PMP sur ces deux aspects importants de gestion de projet. Voilà. C'est pourquoi le projet doit toujours donner de la valeur, des bénéfices. D'accord? Là, on parle de, quand on dit bénéfices, c'est-à-dire des résultats positifs livrés par le projet, que ce soit une valeur financière ou bien non financière créée, pour soutenir les objectifs de moyen et long terme de l'organisation. Mais parfois, on peut subir des désavantages du projet. Par exemple, on a subi des effets indésirables ou bien des coûts non intentionnels. D'accord? Peut-être quelques parties du projet avaient un impact négatif sur des parties prenantes, sur des opérations peut-être. Voilà. Alors, il faut, dès le début du projet, savoir quels sont les bénéfices à gérer. Il faut aussi faire attention aux désavantages pour savoir comment les éviter ou bien gérer les attentes. Voilà. Euh, et PMI, dans son état d'esprit, elle distingue entre deux types de valeurs. Il y a des valeurs à court terme et des valeurs à long terme. Quand on dit des valeurs à court terme, par exemple, c'est avoir des gains rapides, des bénéfices immédiats, peut-être améliorer les processus pour maintenant, dans l'exécution, l'exécution soit plus rapide, avoir une confiance précoce des parties prenantes, faire des économies de coûts. Mais aussi, parfois, le projet il peut avoir une vision à long terme et il peut même livrer de la valeur à long terme. Là, on parle de bénéfices durables, ou bien des projets avec des impacts stratégiques, ou bien penser à la croissance de l'entreprise, ou bien travailler sur des projets pour mieux fidéliser les clients, ou bien renforcer les capacités, ou bien avoir un avantage concurrentiel, voilà, etc. Puisque nous sommes dans le deuxième chapitre qui est l'environnement des affaires, et on parle de projet aussi, il faut distinguer entre les types d'organisation et leur impact sur la gestion de projet. Il y a des organisations qui s'appellent fonctionnelles. Là où le responsable fonctionnel, c'est lui qui contrôle les ressources du projet, le budget du projet. Et le chef de projet, là, il n'a pas trop de pouvoir. Il n'a pas trop d'autorité. Même son rôle, là, il est à temps partiel. Hein. D'accord? Alors, et même pour les ressources, la priorité, c'est le travail opérationnel, c'est pas le projet. C'est tout à fait le contraire de la matrice, pardon, des organisations qui sont axées sur les projets. Et la majorité des questions dans l'examen PMP, c'est à propos ce deuxième type d'organisation, axée sur le projet. D'accord? Là où le chef de projet, il est à plein temps, c'est un rôle désigné, voilà. Même les ressources, elles sont disponibles à 100% pour le projet. C'est le chef de projet là qui contrôle le budget, les ressources. Il a quasiment une autorité totale, voilà.
Il y a d'autres types d'organisation, comme matrice faible, qui est très semblable à la fonctionnelle, une matrice forte qui est très semblable à celle axée sur les projets, et il y a une matrice qui est équilibrée, là où le chef de projet et le responsable fonctionnel partagent les pouvoirs. Voilà. Généralement, ce sont les types d'organisations les plus fréquentés dans l'examen PMP, mais à peu près 98% des questions sont à propos des projets dans des organisations qui sont axées sur les projets. Voilà. Le projet, il va suivre euh, la gouvernance de l'organisation, ou bien il peut être impacté par la gouvernance de l'organisation, puisque l'organisation, elle, définit la stratégie, les politiques de supervision, et puis les managers, les leaders dans l'organisation, ils vont définir les projets, les programmes, les opérations qui vont peut-être suivre une partie de la gouvernance organisationnelle. Mais aussi, chaque projet, il peut avoir sa propre gouvernance, bien sûr, tout en respectant la gouvernance organisationnelle. Généralement, le sponsor, bien le comité de pilotage, ils vont contribuer à la définition de la gouvernance du projet, mais aussi le chef de projet, il peut aussi avoir l'input du PMO, des parties prenantes, pour bien préciser la gouvernance du projet quand on parle de porte d'étape, ou bien phase gate in English, comment prendre les décisions, quand est-ce qu'on peut escalader, quel type de risque à surveiller, comment mener les changements. Voilà. Cette gouvernance de projet, elle clarifie très bien les responsabilités de chacun, comment s'aligner avec la stratégie et comment prendre les décisions. Voilà. Et il faut toujours se rappeler que le projet fait partie d'un grand système de livraison de valeur. C'est ce système-là qui vient de l'environnement interne de l'entreprise, qui est axé sur la création de valeur. On commence de la vision de l'organisation, puis définir la mission, mettre en place la stratégie, les objectifs organisationnels, et ils vont être traduits en forme de portefeuille qui contient des projets et des programmes, et aussi parfois du travail opérationnel. Voilà. Tout ça, bien sûr, en respectant bien, en faisant attention à l'environnement externe de l'entreprise. Voilà. Et dans un portefeuille, parfois un portefeuille peut être équivalent au cycle de vie du produit. On peut avoir des programmes, des sous-programmes, des projets. Chaque projet nous donne une partie du produit. Ou bien, alors, projet 1, il donne la création d'une partie du produit. Projet 2, il donne des améliorations. Projet 3, on fait d'autres additions, etc. Voilà. Et bien sûr, ce système de création de valeur, après, elle est aussi entourée des opérations, puisque généralement, ce que les projets donnent à la fin vont faire partie des opérations, que ce soit la production en masse, que ce soit la maintenance, etc. Voilà. Il faut bien comprendre ce cadre de travail parce que le projet n'est pas en isolation, n'est pas isolé de tout système. Il faut, PMI s'attend à que vous, les chefs de projet, vous comprenez la relation entre les projets, les programmes, les portefeuilles, les opérations, la vision, la mission, l'environnement interne, l'environnement externe du projet, etc. Voilà, pour que vous arriviez à comprendre l'impact de chaque changement qui peut venir de l'environnement du projet. Voilà. Aussi, quand on parle de PMO, il y a, bon, généralement, on parle des trois types de PMO les plus simples, que ce soit PMO de soutien avec un faible niveau de contrôle, qui est sous forme d'un rôle administratif ou bien consultatif. Le PMO de soutien, il fournit les templates, les modèles de travail. Aussi, il aide les chefs de projet à comprendre les méthodologies de gestion de projet. Il fournit les registres des leçons apprises, les bonnes pratiques. C'est un PMO de soutien. Il y a un PMO de contrôle qui s'assure de la conformité des
de la documentation des projets, des approbations nécessaires dans chaque phase du projet et tout. Il y a un PMO directif, là, c'est lui qui est responsable de l'affectation des chefs de projet, d'accord? Et aussi de maîtriser la performance des chefs de projet. Mais généralement, dans l'état d'esprit du PMI, là aussi, on peut avoir des PMO sur mesure, comme les PMO agiles, les PMO stratégiques, etc., etc. Le PMO, déjà, il est impliqué, pas dans la gestion de projet, mais il est impliqué dans l'assurance de la succès des projets, ou bien de l'environnement de gestion de projet généralement, pour aider les chefs de projet à réussir dans leur initiative. Voilà. Le projet, bien sûr, il peut être influencé par des facteurs internes des facteurs environnementaux, que ce soit internes ou bien externes. D'accord? Là, on parle par exemple, quand on dit des facteurs environnementaux de l'entreprise, de l'organisation externe, on parle du marché, des réglementations, voilà, de l'industrie. Et aussi, il peut être influencé et influencer les actifs de processus organisationnels, puisque le projet, il va suivre les processus, les politiques, les procédures, et aussi il peut faire des mises à jour pour les répertoires de connaissances organisationnelles, puisque chaque projet, à la fin, il va donner un registre des leçons apprises qui vont être ajoutées au répertoire des connaissances organisationnelles pour mieux gérer les projets futurs. D'accord? Mais, dans l'état d'esprit de PMA, avant de commencer n'importe quel projet, généralement, il faut avoir un business case, comme on a dit tout à l'heure. Un business case qui justifie la nécessité du projet, pourquoi nous voulons avoir ce projet, et aussi quelle valeur nous souhaitons réaliser de ce projet-là. Voilà. Dès que le business case est approuvé, là, le projet, il peut commencer et le chef de projet, il va avoir de l'autorité pour gérer les ressources. D'accord? C'est pourquoi, quand on est en phase de préparation du business case, ou bien on est en phase de préparation du lancement d'un projet, il faut bien comprendre le profil du client, hein. Ça, c'est l'un des points les plus importants. Qui est le client, quels sont ses objectifs, quels sont ses besoins, quels sont ses points de douleur, quel est son environnement, qu'est-ce qui influence ses décisions, comment il préfère communiquer, qu'est-ce qui crée de valeur pour lui. Voilà, il faut bien comprendre le profil client pour pouvoir bien préparer un business case adéquat. Et quand ce business case il est approuvé sur des bases solides, des données réelles et solides, là, ça va assurer en grande partie le succès du projet. Voilà. Et aussi, on a parlé tout à l'heure que déjà la phase pré-projet, ou bien le travail pré-projet, déjà on essaie de planifier les bénéfices que nous souhaitons avoir de ce projet-là. Alors, dans un plan de gestion des bénéfices, nous essayons de préciser les bénéfices attendus, qui est le responsable de chaque type de bénéfice, comment on va mesurer les bénéfices, comment on va faire la transition, la pérennisation des bénéfices, d'accord? Comment ils vont se poursuivre après la clôture du projet, les risques et les hypothèses associées avec chaque bénéfice attendu, et comment on va faire le reporting sur les bénéfices. Voilà. Aussi, ça, c'est très important, puisque la gestion des bénéfices commence déjà dès le travail pré-projet, puis durant le cycle de vie du projet, et après même la fin du cycle de vie du projet, durant le travail post-projet. Voilà. Et PMI, surtout dans cette 8e édition de son PMBOK, elle s'est concentrée de plus en plus sur ce qu'on appelle le ESG, tout ce qui est responsabilité environnementale, sociale et la gouvernance. Voilà. Quand on dit, là on parle des pratiques intégrées pour avoir des organisations plus fortes et un avenir durable. Voilà. Quand on parle de l'environnement, c'est-à-dire comment on protège comment protéger la terre,
comment économiser sur l'énergie, les émissions, réduire les émissions qui polluent l'atmosphère, la terre. Là aussi, comment traiter les déchets, comment on fait du recyclage, la bonne utilisation et préservation de l'eau, protéger les ressources hydriques, voilà. Et aussi, on parle de l'impact climatique. On évalue les risques climatiques et on favorise généralement les solutions à bas carbone. Pour la partie sociale, là, on parle comment donner aux personnes les moyens d'agir et renforcer les communautés. On cherche du bien-être des employés, assurer des lieux de travail sûrs et sains pour tout le monde, favoriser une culture inclusive, surtout si on a des membres d'équipe qui viennent de différents pays, différentes cultures, même différentes religions, et aussi investir dans les communautés, généralement. Voilà. Pour la partie gouvernance, on parle de éthique et conformité. Voilà. On parle de transparence, divulguer l'information ouvertement. D'accord. On parle de supervision des risques et le leadership responsable. Voilà. Qui génère de la valeur à long terme. Euh, pour Pour essayer aussi de savoir si le projet il est en train de livrer de la valeur, dans le cours complet de 35 heures, on a vu comment on calcule la performance entrepreneuriale avec différentes méthodes comme la valeur actuelle nette, le rapport bénéfice-coût. On a aussi appris à comment calculer le retour sur investissement, le taux de rendement interne, aussi comment calculer le délai de récupération, ou bien le time to market, etc., etc. Voilà, c'est parce que à la fin, en tant que chef de projet, on doit reporter correctement sur la performance entrepreneuriale du projet. Voilà.